Bien. Ouf. Difficile. C'est après toi. Alors, suite à la dernière rencontre que nous avions organisée, c'est là que le thème de l'amour a surgi. Oui. Des différentes remarques. Tu me rappelles peut-être le contenu de la dernière rencontre, puisque je n'y participais pas. Le thème, c'était les écrans. Les écrans, les d'accord. écrans. On a retrouvé un peu ce que tu as dit à la fin sur les réseaux, Les réseaux. entre autres, et on a beaucoup parlé d'amour, en fait. Et donc, D'où cette séance aussi. D'où cette séance, voilà. Et quand Rudy m'a dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur l'amour, je me suis dit aïe aïe aïe, c'est pas possible. Le pire objet qu'on puisse en philosophie, il n'y a pas pire. Alors pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que la philosophie, c'est une discipline un peu pénible qui passe son temps à interroger les choses et à demander des définitions. Et alors définir l'amour, c'est assez difficile, en donner un concept. D'ailleurs, les sages... Il a essayé quand même. Oui. Il a essayé. Mais les sages qui président au programme de terminale ont évité l'obstacle. Et l'amour n'est pas au programme de terminale, mais c'est bien le désir, qui est bien plus facilement conceptualisable. Donc ça a été un premier problème. Le deuxième problème, c'est quand on est un peu philosophe et qu'on lit Platon, comme tu l'as fait, le banquet, mais Phèdre aussi, on apprend que l'amoureux est un malade. Ah oui. Et que l'amour, c'est une maladie. Et que d'ailleurs, il vaudrait mieux s'en éloigner de ce malade-là, puisque le début du Phèdre porte sur un discours qui affirme que il est préférable de céder à quelqu'un qui ne nous aime pas à ses avances plutôt qu'aux avances de quelqu'un qui nous aime, pour éviter que le malade ne nous contamine en quelque sorte de diverses manières, on va pas faire le détail. Donc ça aussi c'est difficile. Dernière chose, historiquement, on se rend compte que les formes même de la représentation amoureuse changent, évoluent. Comme tu le disais, il y a un avant et après le mariage d'amour. Les Grecs ont 10 termes pour désigner l'amour et certaines langues en ont encore, comme l'espagnol, 2 ou 3 ou l'anglais. Enfin, donc on va se demander, mais alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Et pour être un tout petit peu plus dans la philosophie, les gens cherchent l'amour. À travers les réseaux sociaux, les gens cherchent l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, chercher l'amour ? Ça veut dire que l'amour existe, quelque part, et que si on a le regard un peu affûté, hop, on peut le trouver comme ça. Eros qui passe, un ange passe. C'est Cupidon. Cupidon, c'est ça. C'est lui qui... Il est là, et hop, on l'attrape. Et donc, ça voudrait dire, en termes philosophiques, qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de l'objectivation de l'amour. Or, ce dont tu nous as quand même beaucoup parlé, c'est pas d'un amour-objet qui existerait en lui-même et en dehors de nous, mais bien d'un amour qui vient du sujet, d'une subjectivité, et que finalement l'amour ce serait de l'ordre d'une projection que l'on fait sur les choses, de notre conscience, de notre perception, et d'une perception et d'une projection très propre à l'être humain. Oui. Je ne sais pas si on peut parler d'amour chez les animaux, mais d'affection probablement, mais d'amour. Pourquoi ? Parce que cette projection, comme tu l'as dit d'ailleurs, serait une projection réflexive. On se projette vers l'autre, mais pour espérer voir comme dans un miroir quelque chose qui est de l'ordre de nous-mêmes, en fait. Oui. On se contemple comme Narcisse, amoureux de lui-même, se contemple dans l'eau. Et donc voilà, je me suis dit, ça va être très très difficile. Et quand c'est difficile, je laisse Monsieur Olives résoudre les problèmes. C'est la définition de l'amitié philosophique. Et tout à fait, la fille. Oui, alors moi, j'ai apprécié vraiment ton intervention. Je pense que nos élèves aussi, puisqu'il y avait beaucoup d'abord. Alors, tu nous as fait plaisir. Pourquoi ? Parce que, alors si tu me diras, c'est un stéréotype, c'est un cliché du psychanalyste qui s'enferme dans sa psychanalyse. Et là, on a apprécié tous tes références à la philosophie, ce pont, je dirais, donc pas un pont aérien, mais un pont conceptuel. Que tu as établi avec la philosophie, mais qui me semble existe de toute façon chez les fondateurs de la psychanalyse. Tout à fait. Que ce soit Freud, même si Freud dit à plusieurs reprises qu'il a bien fait de ne pas lire au départ la philosophie
parce qu'il voulait élaborer lui-même ses propres concepts, on comprend, mais il est tombé aussi amoureux, d'une certaine façon, de certaines philosophies. Tout à fait. Et Lacan, bien sûr, Lacan, donc, qui justement parle de la philosophie. Bon, moi, ce que j'aimerais, pour finir, évoquer plutôt, c'est mon interrogation par rapport à l'amour et la philosophie, dont tu parlais aussi, Alex. Alors justement, j'aimerais lancer un peu, avoir le coup de pistolet dans le concert. Bon, effectivement, quand tu nous as dit on va parler d'amour, on sait un petit peu, on est en train de transpirer. Parce que effectivement, l'amour, on a la foule qu'on voit ici. Bon, il me semble que l'amour est un thème qui... Alors tout le monde parle d'amour en philosophie. Lacan disait, les philosophes ne parlent que de ça, avec son jeu de mots habituel, puisque vous savez que le ça, c'est l'inconscient. Effectivement, si vous regardez, je parle aussi à nos élèves, si vous regardez les livres de philosophie, ils ne parlent que d'amour actuellement. Je parle de la philosophie française. C'est vrai qu'on ne vous parle pas, généralement on vous parle des classiques. Enfin, moi je parle assez peu, bon, un petit peu, enfin, il y a le programme aussi. Bon. Je parle assez peu de ce qui se fait en philosophie. Luc Ferry, philosophe, ministre de l'Éducation nationale, c'est son thème favori. Comte Sponville, un des plus grands philosophes sur le marché en France, c'est son thème favori. Rueil-Augien, qui vient de mourir, mais qui a écrit de superbes textes sur l'amour, Philosopher ou faire l'amour. Je vous donne quelques ouvrages, profitons-en. Toute la philosophie contemporaine ne parle que de l'amour. Eh bien, le danger, c'est que ça soit non pas une richesse, mais une pauvreté. Alors excuse-moi, c'est mon pavé dans la mare. Pourquoi? Parce que j'ai eu comme professeur un grand historien de la philosophie qui s'appelait Pierre Aubenque, qui était spécialiste d'Aristote. Et Pierre Aubenque a vécu exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des philosophies qui, à un moment donné dans l'histoire de la philosophie, ne parlent plus que de l'amour ou de la vie intérieure. Et je me souviens très bien de ces cours d'Aubenque. Aubenque nous disait, Hartung, c'est un germaniste, attention, il y a un danger. Le danger, c'est que la philosophie, au départ, parlait de tout, c'est-à-dire parlait de l'être. Et progressivement, à l'époque hellénistique, elle s'est repliée non seulement sur l'amour, si tu veux, mais sur la vie intérieure. C'est-à-dire que le danger pour la philosophie, peut-être, c'est de ne plus parler de la vie extérieure et d'avoir cette espèce d'obsession actuelle pour la vie intérieure. C'était la philosophie hellénistique, où on s'intéressait non plus à la vie de la cité, ou moins, disons, on s'intéressait au désir, à la volonté, à l'amour, à ce dont tu as parlé. Et Aubenque nous disait, j'entends encore sa voix qui résonne à la Sorbonne, c'est un danger. C'est une pauvreté philosophique que de réduire la totalité des chants à un seul chant qui est le chant de l'amour. La question que je me pose, moi, actuellement, est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre? Alors Aubenque disait, la spéculation pure, la vie intérieure, l'amour, c'est un refuge. Parce que votre action est entravée. Il nous expliquait très bien ça. Pourquoi les philosophes n'ont parlé que d'amour à un moment donné? Parce qu'ils ne pouvaient plus parler d'autre chose. C'est ce que disait Aubenque. Effectivement, dans la cité grecque, le philosophe, tu as parlé de Socrate, pouvait parler de tout et de rien. Il pouvait prendre la parole. Qui peut prendre la parole aujourd'hui? Voilà la question. Dans la mesure où tu ne peux plus agir sur le monde extérieur, est-ce que le monde intérieur n'est pas un refuge? C'est la question que je me pose avec cette multiplicité d'ouvrages superbes, au demeurant, que j'ai à la maison, bien sûr, mais où on a cette obsession de l'amour. Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on ne peut plus parler de la mondialisation que l'on se réfugie dans le monde de l'amour? C'est une question que je pose en souvenir à mon maître, à Aubenque, question qu'en philosophie je me pose souvent. Est-ce que justement c'est une marque d'une apothéose ou une pauvreté? Alors maintenant, pour reprendre ce que tu disais sur l'amour, le lien avec le cours de philosophie, on le voit. C'est que ce qui nous plaît dans l'amour, ce n'est pas le fait d'aimer quelqu'un, c'est le fait d'être amoureux. D'abord. Et ça, il y en a un qui l'a dit, c'est Saint-Augustin. Il a dit en latin, il a une compagne, dont je n'ai pas le nom, d'ailleurs il ne le donne pas, il ne donne même pas le nom de sa compagne dans les confessions, il faut le faire. Les confessions, tu ne donnes pas le nom de ta compagne, c'est quand même extraordinaire. Et il dit en latin, amare amabam. Ce que j'aimais, ce n'était pas elle, c'était simplement le fait d'aimer.
Et je pense que ce que tu nous as dit ce soir, ça reflète un petit peu cette interrogation d'Augustin, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'on aime? Est-ce qu'on aime quelqu'un? Est-ce qu'on aime l'amour? Ou est-ce qu'on s'aime soi-même? Après tout, quand on dit mon amour à quelqu'un qu'on aime, on dit bien mon amour, c'est ce que disait Derrida. Hein. C'est une question, je pense, pour la philosophie. Alors après, on pourra discuter effectivement de Lacan. On va écouter un petit peu les questions peut-être du public. Et je te soumettrai peut-être à la fin de cela un texte sur Lacan, puisque vous savez que Lacan dit « il n'y a pas de rapport sexuel ». Vous connaissez tous la fameuse phrase qui fait réfléchir tous les philosophes. Il n'y a pas de rapport sexuel, et je te donnerai l'interprétation que tu dois connaître d'Alain Badiou, qui a écrit un très bel éloge de l'amour que vous connaissez sûrement. Et oui. Oui. Mais je me suis inspiré de ce livre aussi pour je l'ai entendu dans Mythique, dans les réseaux sociaux. Badiou qui dit que l'amour, c'est le communisme minimum. Voilà, le communisme. On va peut-être vous demander si vous avez des questions sur ce que notre collègue a exprimé. Je pense qu'il y a eu pas mal de retours de cours, hein, parce que vous avez parlé, toi également, de Platon. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous entendez ou votre expérience vous-même de l'amour? Moi, j'ai donné l'expérience d'un professeur qui lit, tout simplement. Pas de questions sur l'amour? Oui. Bonsoir. Je me posais une question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'amour, au sens de Eros, prend très souvent le dessus sur d'autres formes d'amour, comme par exemple l'amitié ou l'amour familial, alors qu'il n'est pas forcément prédominant tout le temps que d'autres types d'amour? Ah, c'est à qui alors? Vas-y. Alors, moi je rebondirais sur ce que tu dis, sur ce que tu as dit à propos de la mondialisation. Parce que s'il y a bien un système économique qui a compris comment fonctionnait le désir, je crois que c'est le capitalisme, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de quelque chose, et Eros, c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que c'est le désir, et c'est toujours être en quête d'un objet qu'on nous fait miroiter, et il me semble que ça rejoint ce que tu dis d'ailleurs, qu'on ne parle plus que de ça, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, eh bien, par diverses... comment disait ça Lacan? Il faisait un jeu de mots entre ventouse et aletheia de Heidegger. Il disait que c'était quelque chose comme ça. Enfin, ça va me revenir. Mais c'est-à-dire que c'était des objets complètement vides, mais qui nous attiraient comme une ventouse attire les choses. Et c'est-à-dire que notre désir est attiré par le vide, comme ça. Et on tourne toujours autour de ça. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, eh bien, si effectivement l'amour en tant qu'Eros, mais là je dirais que c'est même pas Eros, c'est plutôt ce qui ressemble, et là je ferai la différence entre amour et désir de possession. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes, il me semble. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, enfin, on le laisse à son désir. Et quand on veut posséder cette personne, c'est là que nous, on est sous emprise de ce désir de possession qui veut nous faire posséder une chose ou quelqu'un. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs les philosophes. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, dans un système qui est entièrement fondé sur un désir sans fin, sur le tonneau des Danaïdes, du désir, l'idée même d'une plénitude, par exemple, est complètement contraire à un système qui, on s'en rend pas forcément bien compte, comme ça, mais est un système, peut-être que c'est un gros mot que je vais dire, mais totalitaire, c'est-à-dire qui cherche à englober la totalité de l'expérience humaine et pas uniquement un aspect économique de la vie humaine, tel que ça devait peut-être l'être au départ, mais à l'heure actuelle, il s'agit bien, alors, notamment avec tous les objets là, qui s'interconnectent et qui vont bientôt pénétrer notre corps, ça n'a rien à voir avec l'amour, enfin directement. Quoi. Mais voilà, on est dans cette totalité et l'être doit être un être désirant en fait. Et même désirable. Et désirable et désirant sur le marché effectivement de l'amour. Et donc il y a une sorte d'aliénation qui se fait et avec moi
Moi j'aime beaucoup cette phrase de Baudelaire qui dit que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et la plus grande ruse du capitalisme et du libéralisme actuel, c'est très probablement de faire croire qu'il nous libère. Oui, alors pour te répondre aussi sur l'idée, est-ce que finalement on a une obsession d'Eros à l'heure actuelle? Bon, alors justement, le diable, bon, mais moi je m'éloignerais un peu quand même de cette idée que Eros est nécessairement le diable. Bon, c'est vraiment le diable. Si tu regardes bien ce que dit Platon de l'amour, bon, Platon, il présente ce qu'on appelle, dans le langage des universitaires et des étudiants surtout, la dialectique de l'amour. C'est-à-dire, on va partir d'abord de quoi? Qu'est-ce qu'on aime, dit Platon? C'est Diotime, en fait, qui parle. On aime d'abord les corps. Eros n'est pas rejeté. Parce que Platon va nous dire, il faut que tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu ne philosophes pas. C'est pour ça que nous, on est là, ce soir. Bon. Et on aime quoi d'abord? On va commencer, c'est le début de tout, par aimer un corps. Eros. Socrate, il avait une femme, il avait 3 enfants, il avait des amants, il avait Alcibiade. Donc on ne peut pas dire que Eros soit hors jeu. C'est faux. Bon. Mais après, effectivement, Diotime va nous dire, tu passes à d'autres formes d'amour, puis après tu vas aimer l'âme, puis après tu vas aimer la connaissance, et puis après tu regardes un super objet qu'on appelle le beau. Bon. Et si tu regardes bien, tu as quand même Eros. Puis après tu as l'amour de l'âme, Philia, et puis après tu as l'amour du beau, l'amour plus abstrait. Et si tu regardes bien la vie des philosophes, ils ont tous pensé que le sens de leur vie provenait quand même d'une certaine façon de l'amour. Alors, quand tu me dis on ne parle que d'Eros, mais c'est pas tout à fait vrai. Au Moyen-Âge, on parlait d'Eros, et regarde ce grand philosophe, notre maître à tous du Moyen-Âge, il s'appelait Abélard. Il a 40 ans, il enseigne, c'est le champion de la dialectique au Moyen-Âge. Il a une jeune femme qui est son élève, Héloïse, qui a 18 ans. Il va tomber amoureux. Ça finit pas bien, ton histoire. Oui, alors je sais. Mais alors voilà, j'attendais ça. C'est un philosophe qui dit oui, effectivement, vous savez comment ça finit très mal. Il a perdu quelque chose. Bon. Mais c'est comme dans les mauvais films, disait Zizek. Dans les mauvais films où effectivement on désire et que ça se passe mal, puisque finalement on tombe amoureux, c'est la chute, c'est la catastrophe. Mais dans les mauvais films, à la fin on dit oui, mais si c'était à refaire, je le referais quand même. Et donc je ne pense pas que Eros, vous voyez, n'est pas à mettre dans les enfers. Vous voyez, pour la dialectique de l'amour, Eros a sa place. Alors après, effectivement, il y a des philosophes qui ont préféré Philia, Montaigne, qui a consacré un temps incroyable à la Boétie, à l'amitié. Et puis il y a des philosophes qui se sont dit, je vais plutôt avoir l'amour de Dieu, c'est Saint-Augustin, qui va dire effectivement, je choisis cet amour-là. Ou je rappelle également saint Thomas d'Aquin, vous connaissez la petite histoire. Quand saint Thomas d'Aquin a dit à ses frères en Italie, je veux être prêtre, ils ont dit, il est fou. Il est fou. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé la plus belle prostituée du village et ils ont dit, tu vas le voir, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il devienne prêtre. Elle a tapé à la porte, il a ouvert, et il a fermé la porte. Alors les frères ont dit, d'accord, il sera prêtre. Et il y a toujours quand même cette dimension d'Eros, si tu veux. Hein. Donc je dirais qu'il ne faut pas, je dirais avoir ce mythe que Eros, c'est le mauvais amour. Non, pour Platon, c'est l'inverse. C'est le début de tout amour. Oui. C'est Eros. Tout à fait. Oui, mais comme tu as dit, il faut le dépasser. Il faut le dépasser, voilà, c'est ça. Bon, ceci dit, moi je ne suis pas dans la moralisation, bien sûr. Enfin, on peut rester à certains stades, ce qu'on appelle des fixations parfois. Enfin, bon. Animal, humain, c'est ça? Non, mais parce que, je veux dire, dans le passé, l'homme n'a pas toujours été comme ça, on était des animaux développés, et du coup, voilà aussi, qui est passer une limite. La naissance de l'amour, c'est ça? Ouais. Moi, je vois quand un philosophe te répondrait que c'est en même temps que la conscience, c'est-à-dire avec l'humanité même. Quand l'homme, c'est un jour... Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, parce qu'évidemment, c'est absurde. Mais bon, Rousseau le dit, alors pourquoi pas. Quand l'être humain s'est réveillé être humain un matin, qu'il était animal le jour d'avant et que le lendemain, il s'est réveillé être humain, c'est-à-dire conscient de lui-même,
donc capable de se regarder et de se juger déjà, puisque avec la conscience vient la bonne et la mauvaise conscience, enfin tout de suite, il y a les deux arrivent. Je pense qu'il a pu passer du désir, qui lui était peut-être animal, quelque chose dans ce oui, la pulsion, oui. De la pulsion, à ce qu'on a après nommé, mais ça a pris du temps. Hein. Moi je dis souvent, il me semble que l'amour tel que nous on le conçoit, c'est assez récent, ça prend naissance avec Tristan et Iseult au XIIe siècle à peu près. C'est comme beaucoup de choses, ça a mis du temps aussi à se former et à se déformer. Moi, c'est un peu cette réponse. Par rapport à la pulsion, parce que ça, c'est un terme psychanalytique. Ouais. Ah, ça y est. C'est ton domaine. C'est là-dessus que j'aimerais intervenir, parce que pour répondre un peu à ta question, te donner quelques éléments de réponse, je ne suis pas certain de pouvoir remplir là ça, mais c'est que la pulsion, c'est justement ce qui dérive, ce qui envoie l'instinct à la dérive, quoi. C'est-à-dire que dans le monde animal, c'est réglé par l'instinct. C'est-à-dire que l'instinct, c'est une connaissance, en fait, de l'objet. C'est-à-dire que les animaux ne se trompent pas. Enfin, vous prenez, je sais pas, même les insectes, tous les insectes, toutes les abeilles, par exemple. Pour donner la position d'une ruche là, non, pas pour le miel, mais pour le pollen. Alors voilà, elles communiquent entre elles, c'est-à-dire qu'elles forment un 8, et selon l'amplitude comme ça du 8 et puis son inclinaison, ça vient dire aux autres abeilles, le pollen se trouve par là, etc. Ça marche très bien, et là, elle ne se trompe jamais, quoi. Et c'est-à-dire que nous, on est humains justement parce que notre instinct, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instinct. Il y a quelque chose qui, de la parole, d'ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient, la parole. C'est toujours là-dessus que j'insiste. Dans la Bible, on dit au début était le verbe, au commencement. Et donc, il y a quelque chose d'une effraction de la parole dans l'instinct. Et cette effraction de la parole dans l'instinct animal, ça donne la pulsion pour la psychanalyse. Donc la pulsion, c'est quelque chose qui, comme dit Lacan, ça nous pousse au cul, quoi. C'est quelque chose qui nous met en mouvement et qui peut nous faire désirer n'importe quel objet. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est complètement l'instinct à l'envers, quoi. C'est-à-dire que l'instinct ne se trompe pas d'objet, mais la pulsion peut prendre presque n'importe quoi comme objet pour se satisfaire. C'est-à-dire qu'elle va vers l'objet, elle revient, et là, il y a la satisfaction. On pourrait rapporter ça aussi encore à la philosophie. Oui. C'est aussi ce qui fait qu'on est libre, finalement, peut-être. Puisqu'on peut prendre n'importe quel objet et que l'animal, lui, n'est pas libre, forcément. Oui, il est déterminé. Il est déterminé par des impératifs reproductifs. Oui, vous avez, donc, dans ce que tu disais, c'est la naissance de l'amour, c'est la naissance de la passion. Et Alain a un très beau texte d'Alain où il dit, finalement, il n'y a pas de passion animale. On imagine toujours que l'animal, c'est la passion. Quand j'ai une passion, je m'animalise, entre guillemets. C'est totalement faux. Il n'y a aucune passion animale pour une raison très simple, c'est que pour avoir une passion, il faut avoir une raison. C'est l'idée d'Alain. Chez ma tortue ou mon hamster, il n'y a pas de passion, il y a des pulsions, même si j'adore des instincts. Tortue, vous connaissez. Des instincts. Mais la passion existe dès lors qu'elle a justement un frein. Et c'est là que la passion va commencer à prendre, je dirais, comme un feu en Corse, quoi. C'est terrible. Parce qu'il faut qu'il y ait justement ce frein. Chez l'animal, ce frein, tu parlais de la conscience, de la raison, c'est ça, n'existe pas. Donc ça paraît paradoxal, mais non. Si vous examinez bien les choses, il n'y a pas de passion animale. Ce texte d'Alain est fondamental. Pas de passion animale. Oui. Prune ? Je reviens avec le développement des sites de rencontres en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a quand même une pression sociale d'aimer qui s'est un peu développée. Et je me dis que ça paraissait assez contradictoire avec ce qu'on a entendu pendant la conférence. Parce qu'on a parlé d'un tiraillement, d'une perte. Et du coup, je me demandais pourquoi aujourd'hui c'était devenu un peu une tendance, une mode à suivre. C'est exactement ça. Là, on parlera de surmoi en psychanalyse. C'est-à-dire que le surmoi, c'est ce qui t'impose un devoir. Et c'est-à-dire que le capitalisme, ou bien plutôt, je vais le dire à la façon de Lacan,
le discours capitaliste, parce que le capitalisme, avant d'être un système économique, c'est avant tout un discours dans lequel on est tous, quoi, qu'on le veuille ou non. C'est ce qui nous pousse comme ça à jouir, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, allez-y, profitez-en, il faut jouir, consommer, etc. Et c'est ça le surmoi, c'est-à-dire que ça nous pousse à ça, et effectivement, ces sites de rencontres, je ne sais pas quoi dire d'autre, à part, mais oui, je suis d'accord avec ton analyse, parce que là, il y a quelque chose qui nous pousse comme ça et qui nous force, c'est ce qu'on appelle le surmoi en psychanalyse, et maintenant, peut-être que le rôle du psychanalyste, parce qu'à l'époque de Freud, c'était différent, les gens étaient inhibés, ils n'osaient pas satisfaire leurs pulsions, etc., donc ils avaient beaucoup de névroses de ce type-là, des inhibitions. Donc le psychanalyste disait plutôt il faut que vous puissiez un petit peu réaliser vos désirs, etc., pour caricaturer. Mais aujourd'hui, la fonction du psychanalyste, c'est peut-être l'inverse, en disant vous voyez, vous n'êtes pas obligé de jouir, vous n'êtes pas obligé de consommer, vous n'êtes pas obligé d'être dans ce système-là, et c'est très difficile de s'en sortir. Hein. Enfin, tout à fait. Ceci dit, est-ce que c'est le discours ambiant? Oui, il y a plusieurs discours. Il y a le discours d'Eros à tout prix. Il faut absolument qu'on ait une vie érotique, des maîtresses, des amants, etc. Et que ce soit de belles maîtresses et de beaux amants. Enfin, ça, c'est vraiment ce qui est sur le marché, quoi. C'est ce que vous appelez le capitalisme, c'est-à-dire le fait de transformer ces objets affectifs en produits. Bon. En marchandises. Et en marchandises. Bon. Mais si vous écoutez bien le discours actuel, il y a un discours différent. Il y a actuellement une renaissance de ce qu'on appelle le bouddhisme en Occident. Il y a beaucoup un intérêt fondamental des Occidentaux pour le bouddhisme. Alors les bouddhistes ne sont pas du tout pour Eros. Hein, au contraire. Pas du tout. Bon, voilà. Et alors, je pense qu'il faut lire le Dalai Lama, parce que dans ses discours interminables, hein, il est dans les montagnes, il parle pendant des heures, et dans ses discours, il y a des choses très intéressantes. Donc il passe souvent aux États-Unis, il va du Tibet à New York, et on lui pose la question, mais on lui dit, mais c'est très bien, vous nous parlez de la sagesse, mais pour nous, les Occidentaux, qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est le fait de tomber amoureux. Ça, c'est une question qu'on lui a posée. Alors, ça m'a vraiment intéressé, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il va répondre, le Dalai Lama, à cette question? On lui a dit, mais vous savez, aux États-Unis, ce qui compte, c'est d'être amoureux. C'est ce qu'on appelle la romance. Est-ce que votre vie sans amour aurait un sens? C'est la question. Et bon, alors là, il y a le silence du public. Bon. Et le Dalai Lama a répondu en disant je rappelle que le Dalai Lama n'a pas de petit ami, il n'est pas sur Mythique, etc. Bon. Et le Dalai Lama a dit, de toute façon, ce que vous nous proposez là, pour nous bouddhistes, c'est une vie de frustration. C'est ce qu'il a répondu. C'est une vie d'imagination et de frustration. Ce qui fait que pour certains, à l'heure actuelle, le sens, ce n'est pas l'amour qui va donner un sens à votre existence, c'est certaines formes d'amour. Ça, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme a considéré que c'est l'amour qu'ils appellent de compassion, ce qu'on a appelé, nous, un peu l'agapé aussi, l'amour de charité. La charité, voilà, l'amour de charité. La compassion qui donne un sens à votre existence, mais surtout pas l'éros dont vous parlez. Voyez. Donc, je pense que ce discours perce un petit peu en Occident. Il y a un discours dominant, c'est le marché érotique, mais il y a également d'autres discours qui percent. Est-ce que le sens de mon existence, c'est n'importe quelle forme d'amour, ou c'est une certaine forme d'amour? Oui, mais c'est-à-dire que moi, je pense qu'aussi, c'est vrai que les Occidentaux s'intéressent beaucoup au bouddhisme, et ça forme quelque chose du bouddhisme un peu New Wave. Tout à fait. Et il y a quelque chose qui, à mon avis, se rencontre parfaitement avec le capitalisme. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est dans, justement, il ne faut pas tomber amoureux. Il faut rester dans la maîtrise, et on va dire que la réalité, c'est un petit peu un jeu d'apparence, et il ne faut pas prendre trop au sérieux. Et bien, Mythique, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que le bouddhisme New Wave et le capitalisme, là, ils sont main dans la main. C'est pas pour rien que le Dalai Lama va à New York. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors que on pourrait imaginer, plutôt que le Dalai Lama, Schopenhauer alors à New York, avec sensiblement les mêmes arguments, ça se serait passé autrement. Oui, tout à fait. Et oui. Puisque je vous rappelle que selon Schopenhauer, tu développes la thèse de Schopenhauer. Oui, la vie est un balancier qui va donc de l'ennui à la souffrance, et de la souffrance à l'ennui. C'est comme Kierkegaard. L'angoisse et l'ennui. Oui, ouais. c'est un peu, mais il ne faut pas non plus oublier,
je reprendrai Guy Debord, puisqu'on est... Ah, ouais. Et que nous sommes dans une société du spectacle, et donc dans une société de l'image, du montré, et que derrière l'image que vendent tous les sites de rencontres, du bonheur, c'est-à-dire que vous allez sur un site de rencontre et le bonheur est là, vous allez le chercher, cet amour, justement, puisqu'il est quelque part dans le réseau, il y a beaucoup de souffrance. Et s'il y a une interrogation sur ça, c'est que probablement, comme pour beaucoup de choses, les attentes sont déçues. Et que pour des gens qui vivent une vie érotique faste, il doit y en avoir beaucoup plus dont la vie érotique est beaucoup plus proche de zéro. C'est en ça, on parlait un peu de Michel Houellebecq. Oui, voilà, exactement. Ouais. Michel Houellebecq, c'est la mauvaise conscience de ce système-là. C'est l'envers, c'est lui qui montre que derrière les discours glorifiant un certain mode de vie, il y a une réalité qui est beaucoup, beaucoup moins reluisante. Et c'est pour ça que Michel Houellebecq clive beaucoup et plaît peu. C'est que ce qu'il montre, c'est une partie, alors je ne sais pas si c'est jungien, mais de la psyché collective qu'on montre peu finalement, qu'on n'a pas envie de montrer. Oui, ça y met le doigt dans la plaie. Houellebecq, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a sur Houellebecq, alors Houellebecq c'est un objet philosophique, parce que justement c'est comment tu lis un écrivain. Sur Houellebecq, il y a une erreur fondamentale que certains lecteurs n'arrivent pas à percer. La plupart des lecteurs que j'entends, c'est « Ah non, je ne peux pas finir Houellebecq, ce type-là, c'est de la pornographie. » Ne me dites pas que vous ne l'avez pas entendu, ou ça peut vous arriver. C'est-à-dire de dire « Écoutez, c'est écœurant, qu'est-ce qu'il écrit des fellations, la page 3 ?» Alors ça, c'est ce que j'appelle l'équivoque. Alors ça, c'est pour ça que c'est un objet philosophique très intéressant, parce que justement, est-ce que c'est ce qu'il veut, lui? Est-ce que c'est ce qu'il pense? Est-ce que c'est son monde intérieur? Cette espèce de désir qui s'exprime à tous les niveaux, érotique effectivement, mais avec ce marché des rosses très sordide finalement. Houellebecq, il y a du sordide dans Houellebecq, lorsqu'on lit Houellebecq. Ou est-ce que justement il présente le miroir comme un roman? Je rappelle que Stendhal disait le roman est un miroir que je promène le long d'un chemin. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire Houellebecq? Il est en train de faire de la pornographie ou il est en train de vous montrer ce que vous êtes vous, lorsque vous connectez le soir sur Mythique? Vous voyez? Donc c'est exactement le problème. Donc c'est ce que... Et vous savez que Michel Onfray a écrit, je ne suis pas un fan de Michel Onfray, il a écrit un bouquin sur Houellebecq qui s'appelle Miroir, justement, du nihilisme. Houellebecq éducateur, je crois que c'est son bouquin. Vous voyez? Justement, c'est un miroir. Bon, c'est pas ce qu'il pense lui, il pense peut-être pas grand-chose à ce niveau-là, mais il est en train de nous montrer ce que nous sommes. Vous voyez? Donc ça peut être intéressant. Et j'ai remarqué qu'il y a souvent une sorte d'équivoque fondamentale sur Houellebecq. Parce qu'il y a des... parler, on pourrait parler un jour parler de Houellebecq. C'est-à-dire qu'il y a des éclipses un petit peu dans les romans de Houellebecq où on sent qu'il y a des pointes comme ça chrétiennes. Oui, c'est-à-dire, c'est ça qui... il me semble qu'il y a une nostalgie chez Houellebecq de... Tout à fait. Je crois qu'il a déclaré que le christianisme régénérerait la société occidentale, quelque chose comme ça. Voilà. Mais sur la lecture, la façon dont on lit un auteur, c'est fondamental. On prend trop la parole. Oui. Est-ce qu'on répond aux questions? Alors peut-être que on peut finir avec cette espèce de... Il n'y a pas de rapport sexuel parce que... Alors, j'ai déjà fait le coup la dernière fois. Je sais que tu en as assez. Enfin bon, pour les élèves, c'est quand même important parce que c'est une phrase de Lacan qui est sur le marché, disons-le franchement. Il faut qu'il dise autre chose, mais enfin bon. Donc ce que je vais donner, si tu veux, c'est l'interprétation d'un philosophe de Lacan. C'est Badiou. Donc je vais lire simplement, et tu peux nous dire justement ce que le psychanalyste pense de l'interprétation de Badiou, qui est un philosophe qui a côtoyé Lacan. Donc, que voulait dire Lacan quand il dit « il n'y a pas de rapport sexuel » Que voulait-il dire? Parce que c'est la phrase, évidemment, mais c'est l'interpréter. Alors, réponse d'Alain Badiou, dans son ouvrage qui s'appelle « Éloge de l'amour ». C'est une thèse très intéressante, dérivée de la conception sceptique et moraliste, mais qui aboutit au résultat contraire. Jacques Lacan nous rappelle que dans la sexualité, en réalité, chacun est en grande partie dans sa propre affaire, si je puis dire. Il y a la médiation du corps de l'autre, bien entendu,
Mais en fin de compte, la jouissance sera toujours votre jouissance. Le sexuel ne conjoint pas, il sépare. Et donc la façon dont Badiou voit le sexuel ne conjoint pas, il n'y a pas de rapport sexuel, il sépare. Que vous soyez nu, collé à l'autre, est une image, une représentation imaginaire. Le réel, c'est que la jouissance vous emporte loin, très loin de l'autre. Le réel est narcissique, le lien est imaginaire. Donc il n'y a pas de rapport sexuel, conclut Lacan. Formule qui a fait scandale, puisqu'à l'époque, tout le monde parlait justement des rapports sexuels. S'il n'y a pas de rapport sexuel dans la sexualité, l'amour est ce qui vient suppléer au manque de rapport sexuel. Lacan ne dit pas du tout que l'amour, c'est le déguisement du rapport sexuel. Il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, que l'amour est ce qui vient à la place de ce non-rapport. Ça supplée. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant. Cette idée le conduit à dire que dans l'amour, le sujet tente d'aborder l'être de l'autre. C'est dans l'amour que le sujet va au-delà de lui-même, au-delà du narcissisme. Dans le sexe, vous êtes au bout du compte en rapport avec vous-même, dans la médiation de l'autre. L'autre vous sert pour découvrir le réel de la jouissance. Dans l'amour, en revanche, la médiation de l'autre vaut pour elle-même. C'est cela la rencontre amoureuse. Vous partez à l'assaut de l'autre afin de le faire exister avec vous tel qu'il est. Bon, entre parenthèses, il en profite pour préparer sa thèse sur l'amour, parce qu'il a une thèse très précise sur l'amour. Qu'est-ce que tu penses de... C'est costaud déjà. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment d'accord voilà, avec, je m'en doutais, voilà. avec Badiou. Il y a un moment où tu formules... où tu dis... Enfin, Badiou dit... on est en rapport avec soi-même dans le rapport sexuel. Oui. Justement, non. C'est-à-dire que pour la psychanalyse, l'être humain, il est sectionné. Oui. Il y a quelque chose au niveau du sexe qui est coupé en deux. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas... donc dans la construction psychique, dans le développement, il y a ce qui intervient, c'est Freud qui a mis ça en avant, c'est le phallus. Oui. Et ça, c'est pas l'organe mâle. C'est-à-dire c'est ce qui peut manquer à sa place. C'est-à-dire que le masculin se positionne d'une certaine façon avec le phallus, comme Lacan dit, l'homme n'est pas sans l'avoir. Alors là, il faut faire attention à la double négation. N'est pas sans. Et la femme alors, ne l'a pas sans l'être. Donc, c'est-à-dire que c'est un jeu entre l'être et l'avoir, et que même dans le rapport sexuel, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de rapport sexuel? Parce que c'est pas toute la formule. Toute la formule, c'est il n'y a pas de rapport sexuel inscriptible dans la structure. Inscriptible dans la structure, c'est dans le symbolique, c'est-à-dire dans le langage. C'est-à-dire, on ne peut jamais être sûr de savoir si on est vraiment un homme ou si on est vraiment une femme. C'est-à-dire comment on investit cette position chacun, et c'est-à-dire que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de rapport même avec soi-même. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu plus difficile pour nos élèves, parce qu'il faudrait que tu introduises vraiment Lacan avec les trois termes, la Trinité, avec le réel, imaginaire, symbolique, qui est... C'est-à-dire que la sexualité, c'est ce qu'il y a de réel, et c'est ce qui fait que, justement, on n'est jamais complètement soi-même. Donc, quand on dit à quelqu'un « sois toi-même », c'est vraiment une injonction surmoïque, comme ça, une obligation morale, et ça déprime beaucoup quand on dit quelque chose comme ça à quelqu'un. Mais c'est-à-dire que là, c'est ça qui rate toujours dans le sexuel, c'est justement cette complémentarité déjà avec soi-même, et puis cette harmonie avec l'autre, là. C'est-à-dire que ça, effectivement, c'est ce que disait Prune, c'est ça. Eh bien, il y a quelque chose où on dit, mais non, il faut être tolérant, etc. Il faut être dans la communion. Mais effectivement, plus on insiste de ce côté-là, mais plus on est frustré. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, mais on voit que c'était l'interprétation d'un philosophe. Mais c'est sûr que Badiou, de toute façon, va l'interpréter avec sa conception de l'amour. Hein. Je rappelle que la conception de l'amour, c'est vivre le monde à deux. Hein. C'est l'amour pour Badiou, c'était, si mes souvenirs sont bons, hein, parce que j'ai pas le bouquin. Oui, il dit que c'est le communisme minimum. Hein? Il dit que c'est le communisme minimum. Oui. Oui.
Mais ça veut dire qu'il y a Slavoj Žižek qui est ami de Badiou et qui le critique beaucoup, oui, parce qu'il ne comprend pas le réel, Badiou, chez Lacan, oui, hein, oui, et de la pulsion de mort, justement. Et donc, bon, ça, c'est un peu des... Comment dire ça, des dialogues entre soi, hein, entre psychanalyste et philosophe. Mais... D'autres questions, peut-être, sur cela? Non? Une réflexion, c'est que aujourd'hui, si une femme aurait écrit, je suis pas sûre. Pardon? Je pense que ce texte n'aurait pas pu être écrit par une femme. Quel texte? Ce texte sur de Badiou. Pour quelle raison? Peut-être que vous pourriez développer. Il se pose vraiment justement en termes d'assaut, en termes de plein de choses. Oui, un langage un peu militaire presque. Oui, et je trouve que d'un point de vue d'une femme, à mon avis, il y a la question de l'accueil qui se pose et qui est complètement différent et qui fait que ça pose déjà la sexualité complètement autrement. Tout à fait. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser justement, le rapport homme-femme dans la vision de la sexualité également. Parce que Lacan parle d'une jouissance féminine qui échappe complètement à l'homme. C'est-à-dire que nous, on est dans le blabla, plutôt dans l'apparence, etc., mais qu'il y a quelque chose de l'ordre du réel, dont les femmes sont beaucoup plus proches que les hommes. Et effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là chez Badiou, qui revient souvent, d'ailleurs c'est une critique qui lui est souvent adressée. Oui, bon, ceci dit, l'idée d'une jouissance qui est quand même personnelle, voire narcissique, ça peut faire partie, ça peut tout à fait faire partie d'un horizon féminin, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, le vocabulaire de Badiou, mais enfin vous connaissez Badiou, je rappelle, est un militant, il est communiste encore, hein, bon, il est maoïste, exactement, donc il a le vocabulaire du militant total. Hein, c'est Badiou, bon. Faut le connaître, hein, c'est quelqu'un. Bon, c'est quelqu'un. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses à reprocher. Moi, je ne lis pas Badiou, je ne peux pas lire, parce que vous savez que Badiou utilise beaucoup de formules mathématiques dans sa philosophie, des formules que personne ne comprend, et moi non plus. Je demande à des copains polytechniciens, ils me disent, on ne sait pas, vous allez dire. Donc, on rentre dans l'obscurité très vite. Mais là, ce petit bouquin, si vous voulez, Éloge de l'amour, a le mérite de la clarté. Hein. Il est lisible par nos élèves, et ça s'appelle Éloge de l'amour. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle Éloge des mathématiques, qui est aussi bien. Donc ça, je pense qu'on peut le lire. Mais j'avais envoyé un SMS, je t'avais envoyé un SMS, non, sur le... Il n'y a pas de rapport sexuel. Un long SMS que je dois avoir quelque part. Oui, mais c'était parce que c'était une discussion d'après-discussion. Je crois que c'est Slavoj Žižek qui raconte cette histoire, d'ailleurs. Il dit que, en fait, c'est lors d'un vol, l'avion se crache sur une île déserte, et puis... donc il n'y a que 2 survivants, quoi. Et donc il y a Robert et Marilyn Monroe. Et puis il se débrouille comme ça un peu pour survivre comme ça, et puis le temps fait son œuvre, hein, et il se passe ce qui devait se passer, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport sexuel. Donc, ce qui se passe après, c'est que Robert, il demande à Marilyn Monroe, tiens, est-ce que tu peux mettre ma casquette comme ça, et tu mets mes vêtements, et puis tu prends un petit bout de bois et tu fais semblant que c'est une cigarette comme ça. Puis Marilyn Monroe, elle dit, elle est un peu surprise, elle dit, d'accord, ok, elle pensait que c'était un de ses fantasmes, pourquoi pas, bon. Et puis alors elle fait ça, et puis Robert, il commence à lui donner une grosse tape sur l'épaule, puis il dit, tu devineras jamais qui je me suis fait, Hervé. Je me suis tapé Marilyn Monroe. C'est un peu ça. Il n'y a pas de rapport sexuel, parce qu'il y a toujours notre fantasme qui vient s'intercaler entre les deux. Et c'est pour ça que, en fait, il y a quelque chose d'indicible dans le rapport lui-même et qu'on doit aller raconter comme ça à un autre pour se rendre compte qu'on a eu un rapport avec quelqu'un, quoi. Donc ça rate toujours dans l'acte lui-même. Enfin, voilà. C'est ça, oui, D'accord, mais il y a toujours explication. Bon. Voilà, donc... Si vous voulez poser une question... Non ? Ah bon, j'ai halluciné. Ça arrive parfois. Bon. Bien, nous vous remercions. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.